Bonjour à tout le monde. Donc je vais parler ici d'un sujet un petit peu sulfureux, on va dire, qui concerne le cloud et la sécurité. Donc l'idée, ce n'est pas de faire une apologie du cloud, loin de là, c'est de voir comment est-ce qu'on va bouger des services sur le cloud de manière sécurisée, on va dire. Donc ça va être un petit peu plus technique que mes deux prédécesseurs, ça va être moins technique que les Rump Sessions de ce matin. Je vais commencer très rapidement par présenter ma société, la SGS, donc juste ce dont on a besoin pour comprendre le contexte. Donc la SGS, c'est le leader mondial dans le domaine de l'inspection, du test, de la vérification et de la certification. Donc pour résumer très simplement, on a des tas de personnes dans des laboratoires dans le monde qui vont donner des certifications, par exemple des normes ISO, ce genre de choses, ou qui vont certifier des produits, par exemple aux sorties des usines en Chine, de façon à ce que ça puisse être importé en Suisse, par exemple, avec des garanties comme quoi il n'y a pas de plastique nocif ou ce genre de choses. Il y a des tas de métiers dans la SGS, je ne vais pas en parler plus que ça. Ce qu'il est important de savoir dans ce cadre-là, c'est déjà la dimension de la SGS. Donc on est environ 80 000 dans le monde, à quelques milliers près, je n'ai pas les chiffres exacts. On est dans plus de 150 pays. On a le siège qui est à Genève, avec principalement 2 data centers à Genève et quelques data centers ailleurs dans le monde. Et quelques applications dans le cloud, ce qui m'amène à vous parler de ceci ici. En termes de réseau, on a environ 800 points connectés sur notre WAN. Donc c'est quand même quelque chose de considérable, surtout quand on essaie de faire de la sécurité avec ceci. Alors l'agenda va s'orienter autour de 2 grandes parties. D'une part, un retour d'expérience sur du SaaS et d'autre part sur du IaaS. Donc je ne vais pas parler de PaaS parce qu'on n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter là-dessus. Et si vous vous êtes intéressé un tout petit peu au cloud, vous êtes forcément tombé sur ce genre de schéma. Donc il explique les différences entre le IaaS, le PaaS et le SaaS. Donc l'infrastructure, la plateforme et le software, avec les différentes couches qu'on trouve dans les clouds et quelle va être votre responsabilité pour chacun d'eux. Donc côté infrastructure, on a beaucoup de responsabilités. Côté client, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Donc à partir globalement des machines virtuelles et tout ce qu'il y a au-dessus. Côté plateforme, ça va être l'application qu'on va déposer sur le PaaS plus les données. Et côté SaaS, on n'a quasiment rien à faire, vu que tout est géré pour nous. Alors ça, c'est vrai de manière générale pour les opérations sur le cloud, mais c'est encore plus vrai d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire que si vous créez des machines sur Amazon, sur du IaaS par exemple, il ne faut pas attendre que Amazon patch vos Windows ou vos Linux. Tout ce qui est patch de sécurité, c'est votre propre responsabilité. Alors, je vais commencer par un retour d'expérience sur le SaaS. Alors, comment ça vient le SaaS? Ça vient soit à l'initiative de l'IT dans une entreprise, soit à l'initiative du business directement. Alors, en pratique, le business va trouver une application qui répond à ses besoins. Et là, vous avez 2 cas. Dans le meilleur des cas, la personne responsable de ce business va créer quelques comptes pour ses collaborateurs. Dans le pire des cas, elle va en créer un seul qui est générique, que tout le monde va utiliser. Donc, le principe du SaaS, c'est que c'est très simple et qu'on peut prendre sa CB et tout de suite créer des comptes. Donc c'est quelque chose que le business aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de coût à la base, de coût d'infrastructure, donc pas de CAPEX, et simplement de l'OPEX. Vous allez payer un prix par utilisateur par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors le problème principal avec ceci, parce que techniquement ça fonctionne, si ça répond à un besoin, pourquoi pas, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle du shadow IT, donc des sortes de solutions informatiques qui vont émerger un peu partout dans l'entreprise, et vous n'allez avoir, vous, IT, aucun contrôle là-dessus. Et quand on sait que le SaaS a un prix par utilisateur par mois, c'est sur des grands volumes d'utilisateurs qu'on va pouvoir négocier des prix et appliquer des politiques de sécurité cohérentes. Donc ce n'est pas du tout votre intérêt d'avoir des tas d'équipes qui utilisent du SaaS de manière indépendante. Alors, ça c'est une partie du problème. Alors l'IT n'aime évidemment pas que ces choses-là se diffusent. Heureusement, il y a l'authentification. Et ça c'est quelque chose qui nous aide beaucoup dans un grand groupe.
C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une application qui commence à être extrêmement utilisée par beaucoup d'utilisateurs, il va y avoir des besoins d'authentification où les utilisateurs vont vouloir avoir leur même login et password d'Active Directory, par exemple. Et là, l'IT va tout de suite revenir dans la boucle. Alors là, ce sont quelques services de SaaS qui sont bien connus. Donc, il y a CRM On Demand d'Oracle, Office 365, les Google Apps, Salesforce, qui est le SaaS par excellence, de manière, qui est historique. Et donc, la petite équipe va se connecter là-dessus, mais dès qu'elle va être très grande, cette équipe, on va venir vous voir en IT pour dire « je veux me loguer avec mon login et mot de passe, Active Directory ou autre système ». Et l'IT doit fournir une solution. Cette solution, en général, c'est SAML, SAML 2.0. Alors, d'un point de vue purement fonctionnel, on pourrait parler de SAML pendant une heure. Ce que vous allez faire, c'est mettre ce qu'on appelle un Identity Provider chez vous, qui va être une sorte de passerelle vers votre Active Directory. Donc, c'est un service web. Et vous allez lier une sorte de relation de confiance entre, par exemple, Salesforce et cet Identity Provider qui est chez vous. Ensuite, quand l'utilisateur va aller sur Salesforce, il va être redirigé automatiquement sur votre Identity Provider, là où il va rentrer ses logins et mots de passe. Et ensuite, l'Identity Provider va envoyer un token d'authentification qui est signé à Salesforce pour dire « oui, j'ai bien authentifié l'utilisateur ». Et ensuite, vous êtes logué. Alors ça, c'est très sympathique. On a montré ça au management, notamment avec Google Apps. On a fait un petit test. Le mot qui est sorti, c'est magique. C'est vrai que quand vous allez sur Google et que vous êtes automatiquement logué avec votre compte d'entreprise, c'est un petit peu magique. Ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les données, vous les mettez chez Google, et ça, c'est moins magique. Mais bon, c'est un effet de bord, on va dire. De manière très pratique, d'un point de vue utilisateur, quand vous êtes sur le réseau interne, donc vous avez accès au domaine contrôleur, vous ne voyez absolument rien. Vous allez sur Salesforce, vous êtes logué, donc parce qu'il y a du Kerberos derrière. Quand vous êtes sur le domaine extérieur, donc dans un hôtel ou quelque chose comme ça, vous allez être redirigé sur un portail, vous rentrez votre login, mot de passe Active Directory, et ensuite vous êtes logué. Et c'est du single sign-on dans le sens où vous vous loguez une seule fois sur ce portail, et ensuite tous les autres services SaaS que vous allez utiliser vont être liés et vous serez authentifié. Alors, on a implémenté ça, tout ceci fonctionne. Cette présentation a vocation à être un retour d'expérience, donc je vous explique ce qu'on a rencontré comme problème principalement. Le principal problème, enfin un des principaux problèmes, c'est que si vous avez une infrastructure Active Directory qui est un peu complexe, notamment avec plusieurs forêts et puis des relations entre forêts qui sont one-way, des choses comme ça, typiquement une forêt pour les utilisateurs internes et une pour les partenaires, vous allez, si vous voulez authentifier tout ce monde-là sur une application SaaS, ce n'est pas forcément très évident. Et on a même impliqué Microsoft et la solution n'était pas très satisfaisante. Mais on a quand même réussi à faire fonctionner la chose. Donc selon les infrastructures locales, ça peut être plus ou moins compliqué. Ensuite, il faut établir une relation de confiance avec un provider de SaaS, donc ce qu'on appelle les service providers, les SP. Et là, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est-à-dire qu'on en a testé quelques-uns. Notre record, c'est plus de 6 mois pour mettre en place cette chose-là, avec un grand fournisseur de bases de données qui fournit des services SaaS. Donc c'est extrêmement long et c'était très laborieux dans ce cas-là. Par contre, avec Google Apps, typiquement, on a mis moins de 30 minutes pour avoir cette liaison qui est faite. Donc c'est vraiment très aléatoire, ça dépend beaucoup des connaissances SAML des deux côtés, en fait. Certains sont complètement automatisés, comme Google, et d'autres ne le sont pas du tout. Et la chose qui est très importante, c'est que cette infrastructure doit être très disponible, parce que tous les services SaaS que vous allez utiliser vont passer par votre infrastructure pour s'authentifier. Donc autant dire que si votre Identity Provider est down, plus personne ne peut se connecter. Donc à l'échelle de la SGS, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas travailler, c'est embêtant. Donc nous, on a mis en place ce système-là sur 2 data centers avec des doubles lignes Internet, double firewall, double tout ce qu'on veut, reverse proxy, etc. Mais bon, on n'est malgré tout pas à l'abri de problèmes software, par exemple. Alors l'authentification, c'est une chose, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Il y a un autre challenge, c'est le provisioning et le déprovisioning de comptes.
parce que c'est bien beau de pouvoir se connecter à une application SaaS, mais il faut que vous ayez un compte dessus, un compte avec certains droits qui vont vous donner le droit de créer des utilisateurs, de rentrer des numéros de contrat ou je ne sais quoi. Alors en général, ça se passe assez bien pour le provisioning, c'est-à-dire que dès que vous allez être connecté, vous allez avoir un compte qui est automatiquement créé. Donc jusque-là, rien de particulier. Par contre, côté déprovisioning, c'est loin d'être aussi simple, parce que c'est impossible pour le SaaS provider de savoir si l'utilisateur n'existe plus, a quitté votre compagnie, ou bien s'il ne s'est pas logué depuis longtemps. Donc il y a des tas de comptes qui vont continuer à exister, et vu que vous payez par utilisateur, ça veut dire qu'il y a des coûts qui continuent à être là alors que vous ne devriez plus les avoir. Donc l'utilisateur ne pourra plus se loguer, parce qu'a priori il est enlevé de votre Active Directory, mais vous continuez à payer le SaaS. Alors la solution qui arrive, c'est Scheme. Donc on a discuté avec plusieurs providers de SaaS qui nous disent qu'ils vont supporter Scheme, notamment la version 2 très bientôt. Donc en gros, ce sont des web services qui vont vous permettre de batcher des créations d'utilisateurs ou des suppressions d'utilisateurs dans le SaaS. Donc tout le monde... Oui. On peut le faire en musique, hein, pas de problème. J'ai un micro de Madonna en plus, donc c'est parfait. Donc voilà, il y a Scheme qui arrive. Et pour le moment, ce n'est pas tellement déployé, donc on ne peut pas faire grand-chose. Il faut vraiment gérer les SaaS providers au cas par cas et gérer ces comptes-là un peu de manière granulaire. Alors, ça, c'est notre expérience sur le SaaS jusqu'ici. Après, il y a un côté un peu plus légal qui est intéressant et qu'on doit quand même garder en tête. Quand vous mettez vos données sur Salesforce, vous avez l'assurance que Salesforce sait très bien ce que vous mettez dedans, parce qu'ils connaissent très bien leur architecture de données, et ils peuvent faire des tas de statistiques. Donc dans les contrats, ils vous disent qu'on va utiliser ça pour des statistiques et de la user experience. Et donc ils peuvent faire des tas de statistiques sur ce que vous faites, vous, ou même vous comparer par rapport à d'autres sociétés. Alors nous, on a un peu vu ça, non, pas avec Salesforce, mais avec d'autres, pour enlever ces clauses de contrat. Donc très bien, on enlève ces clauses de contrat. Sauf que vous saisissez un petit peu l'ironie dans ce que je mets là, c'est qu'ils ont beau dire qu'ils ne vont pas le faire, vous n'avez aucune garantie qu'ils ne le feront pas. Et s'ils le font, vous ne le saurez absolument pas. Donc il y a toujours ce doute qui fait que certains SaaS providers peuvent utiliser vos données, et si vous ne faites pas du big data, eux, ils vont en faire pour vous. Et autre chose qui me fait souvent sourire quand on a des gens qui viennent nous présenter des solutions SaaS. Alors juste un petit parallèle SaaS, par rapport au premier point, que les données sont très bien comprises par le SaaS provider. Ce n'est plus vrai quand on parle de IaaS, parce que Amazon, vous allez avoir par exemple vraiment la base des machines virtuelles, vous allez créer vos bases de données, etc. sur l'infrastructure d'Amazon, mais par contre le fait d'aller voir dans vos bases de données, ça demande un effort qui est beaucoup plus important que pour Salesforce d'aller voir vos données. Donc ils ont la possibilité technique de le faire, mais c'est beaucoup moins simple. Deuxième chose, c'est donc la chose qui me fait sourire quand on vient me dire que ne vous inquiétez pas, toutes nos données sont chiffrées sur un disque dur. Donc si un de nos opérateurs prend un disque dur, de toute façon, il ne pourra rien faire des données. Sauf que oui, mais le SaaS provider, par définition, il manage le portail d'accès aux données. Donc toute la mécanique qui va déchiffrer ces données derrière. Donc bien évidemment, si vous devez cambrioler une maison, vous n'allez pas commencer par casser le mur, vous allez essayer la porte. Et c'est un peu exactement le même principe ici. Il suffit que sur le portail, ils aient accès au login mot de passe, et puis ils voient toutes vos données. Donc c'est discutable, disons, comme argument. Donc voilà pour l'expérience SaaS. Pour résumer, ça se passe plutôt bien l'intégration avec des providers de SaaS. Le problème principal, outre le fait de localisation des données, etc., j'en parlerai un peu plus tard, les problèmes principaux aujourd'hui concernent plus le déprovisionning des utilisateurs. Et vu que ce n'est pas dans l'intérêt des SaaS providers, c'est peut-être aussi pour ça que ça ne bouge pas vite. Alors maintenant, je vais parler de IaaS. Dans cet exemple, je vais parler principalement d'Amazon. Alors je dirais que ça a peu d'intérêt. Vous pouvez utiliser n'importe quel cloud provider, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce que je vais essayer de montrer ici, c'est
sur base d'Amazon, ce qu'on peut faire avec du IaaS et pourquoi ça peut être intéressant finalement. Donc cette chose-là, c'est le portail d'Amazon où vous allez avoir accès à toute votre infrastructure et créer un petit peu tout ce que vous voulez. Des machines virtuelles, des VPN, des réseaux virtuels, du stockage, et j'en passe, des bases de données. Donc c'est un peu le cœur de votre système. Pour les administrateurs VMware, c'est le vSphere, sauf que là, c'est encore plus puissant parce qu'il y a encore plus de contrôle. Alors cette chose-là est bien entendu sensible. Donc quand on se connecte à l'interface, d'une part, en haut à droite, on a du HTTPS. Ensuite, on va rentrer un login et un mot de passe. Et Amazon, notamment, recommande fortement d'utiliser de la double authentification, enfin multifacteur, où vous allez avoir un one-time password qui est, par exemple, fourni par une application comme Google Authenticator et qui va vous permettre de vous authentifier sur cette interface. Ils ont également comme best practice de dire, un peu comme sur n'importe quel operating system, ne vous connectez jamais en route. Donc ça veut dire créer un autre utilisateur qui a moins de droits, et puis connectez-vous comme ceci avec cet utilisateur. Par exemple, l'utilisateur qui ne peut que créer des machines virtuelles. Donc tout ça, ça fonctionne bien, sauf quand Google décide de pousser une update qui écrase tous vos profils, ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais c'est assez embêtant. D'ailleurs, au passage, Amazon a été vraiment bluffant sur ce coup-là, parce que j'en ai discuté avec d'autres gens qui ont eu le même souci, et ils ont eu la même expérience que moi. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va on va cliquer là-dessus en disant j'ai un problème avec mon deuxième facteur d'authentification. 3 minutes après, il y a quelqu'un d'Amazon aux US qui vous appelle, qui demande qu'est-ce qui se passe. Alors je dis j'ai fait l'update de Google Authenticator sur mon iPhone et puis ça a tout cassé. Il dit ok, pas de problème, je vous envoie un mail, il y a un code dedans, dites-moi-le. Ils envoient le mail, je dis le code, paf, reset, et on continue. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé pour tout le monde comme ça, mais c'était assez impressionnant la réactivité. Alors, on est sur, disons, Amazon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, la première chose, en général, c'est de créer ce qu'on appelle un Virtual Private Cloud, donc un réseau privé virtuel, où on va créer des tas de réseaux, des tables de routage qu'on va affecter au réseau, des gateways pour dire dans le réseau, je peux aller vers Internet, ou bien je peux aller vers mon réseau interne, etc. Des machines virtuelles, des load balancers, en général, ça va de pair avec les machines virtuelles, du stockage, des snapshots, des bases de données managées, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait une infrastructure, et ça de manière complètement virtuelle. Et dans un lieu, donc ça fait aussi un petit peu partie de la magie, c'est que vous pouvez lancer des créations de ce style d'infrastructure aussi bien en Irlande qu'à Tokyo, sans aucune différence. Alors qu'est-ce qu'on peut construire comme infrastructure? Ça c'est un exemple, donc c'est un déploiement de SharePoint qui est sur Amazon. Le fait que ce soit SharePoint n'a peu d'intérêt, c'est juste pour vous montrer une infrastructure un petit peu complexe. Donc, nous avons nos utilisateurs qui arrivent dans un point d'entrée sur Amazon. Ensuite, on a un load balancer qui va envoyer le trafic sur 2 data centers différents, ce qui s'appelle des availability zones. Et ensuite, on va avoir différents tiers qui vont être isolés avec de la segmentation entre chacun. Donc d'abord un réseau public, ensuite un réseau privé où on va avoir des front-end web, un autre réseau avec des application servers, un réseau avec les DB et un autre réseau avec tout ce qui concerne Active Directory, des DNS, des services d'infrastructure, on va dire. On a quelque part ce qui s'appelle des bastions, c'est-à-dire des machines où on va se connecter qui, elles, vont être les seules à pouvoir se connecter sur les autres pour de l'administration. Et donc on va pouvoir construire des infrastructures qui sont finalement assez complexes, qui sont redondantes parce qu'elles sont sur plusieurs sites, de manière assez simple. Alors, juste un petit détail sur la segmentation. Donc, comment isoler les réseaux les uns des autres? Alors, il y a plusieurs solutions. Là, encore une fois, je parle d'Amazon, mais ce vocabulaire, finalement, vous le retrouvez sur tous les autres cloud providers, parce qu'Amazon, ils sont tellement en avance côté IaaS qu'il y a tout le monde qui les suit, donc ils reprennent même le même vocabulaire pour parler des mêmes choses. Donc si vous connaissez Amazon, vous avez de fortes chances d'être très familier avec d'autres systèmes. Donc sur le niveau filtrage, il y a une première partie qui sont les network ACL. Donc ça, ce sont des ACL comme vous avez sur les routeurs. C'est quelque chose de très bête qui va vous donner des règles de filtrage vraiment bas niveau, qui ne sont pas stateful notamment.
et qui vont dire tout ce qui est egress, je supprime. Choses qui sont plus intéressantes, ce sont les security groups. Donc ça, il faut considérer ça comme des firewall machines. Vous allez dire, j'accepte le HTTP, le HTTPS. Ça, c'est une politique, je l'applique à cette machine virtuelle ou à cette base de données. Ça, c'est le schéma standard. Et puis ensuite, vous pouvez créer des choses un peu plus compliquées. Vous pouvez utiliser les firewalls qui sont intégrés dans les systèmes d'exploitation. Donc NetFilter sur Linux ou bien le firewall de Windows sur Windows. Et vous pouvez même utiliser des firewalls du marché qui existent en machine virtuelle. Par exemple, Checkpoint fournit une machine virtuelle qui est directement utilisable sur Amazon, et vous amenez votre licence, et ensuite vous pouvez faire votre réseau de manière avec votre checkpoint que vous administrez avec votre management interne. Donc on peut faire des choses assez complexes et intéressantes. Alors, une fois que vous avez ce réseau, vous allez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que j'en fais par rapport à mon infrastructure? Parce que à moins que vous soyez une start-up, a priori, vous avez des choses existantes. Donc, vous avez deux solutions. Soit de la garder complètement extérieure à votre réseau, ou bien de l'intégrer dans votre réseau. Alors, un petit prérequis pour le premier cas, c'est que votre application ne doit pas dépendre de services que vous fournissez dans votre réseau interne. Sinon, ça va être un peu compliqué. Et là, vous devrez passer dans le deuxième cas, où on va faire, on va le voir tout de suite, un VPN. Premier cas, architecture très simple. Vous avez votre data center, Internet, et puis un point d'entrée en Irlande, chez Amazon. Vous avez ici le load balancer, des web servers, donc avec par exemple de l'autoscaling, c'est quelque chose qui est assez intéressant chez pas mal de cloud providers qui fournissent ça, pour avoir des web servers qui s'ajoutent en fonction de la charge que vous avez et qui s'enlèvent quand vous avez moins de charge. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'optimiser les coûts assez facilement. Et d'absorber certains DDoS dans certains cas, mais ça vous coûte quelque chose. Et dernier élément, c'est une base de données. Donc il est toujours une bonne pratique d'avoir un bastion, c'est-à-dire une machine sur laquelle vous allez vous connecter pour vous connecter ensuite sur les autres d'un point de vue administratif. Et donc là, vous n'avez aucune relation entre votre corporate data center et puis cette infrastructure dans le cloud. Vous allez juste avoir une entrée DNS qui pointe directement là-dessus, et puis vous donnez ça à vos utilisateurs et tout va bien. Donc là, c'est un peu ce que je viens de dire. On utilise des bastions host qui vont avoir comme filtrage que des IP très connus pour les accéder. L'authentification forte et du logging, c'est toujours mieux. Et votre VPC, votre réseau, ne va être ouvert que vraiment pour le service que vous voulez fournir. Donc, par exemple, le site web. Deuxième cas, c'est un petit peu similaire, sauf que vous allez avoir soit ici un VPN, soit une ligne louée. Donc ça veut dire que vous allez intégrer cette infrastructure finalement dans votre WAN. C'est juste un site de plus par rapport à tout ce que vous avez déjà. Donc VPN ou ligne louée, ça dépend un peu de la qualité de service que vous voulez et puis du budget que vous voulez y mettre. Et une question qui va se poser très vite, c'est est-ce que vous voulez avoir un VPC qui est public ou privé? Donc ceci, ça veut dire, est-ce que depuis ce réseau-là, vous allez avoir un accès à Internet direct, qui potentiellement est un autre point d'accès Internet à votre réseau? Donc ça a des implications d'un point de vue sécurité. Quelquefois, on n'en a pas besoin, parce qu'on veut faire juste une extension de data center. D'autres fois, on veut fournir ce service-là et dire, pour faire par exemple les updates sur mon infrastructure virtuelle, je vais sortir directement sur Internet. Donc ça, c'est un choix à avoir, ça dépend de l'application qu'on va mettre en place. Autre chose, vu que vous l'intégrez dans votre WAN, vous ne devez pas choisir n'importe quoi comme réseau, parce que vous allez vite avoir des problèmes de routage et de l'intégration à votre réseau, surtout si vous voulez que tous vos sites accèdent à ce service-là par le réseau interne. De manière très pratique, comment ça se passe? Vous dites que vous voulez créer un nouveau VPN. Vous allez avoir des profils de firewall, c'est-à-dire vous allez choisir quel type de firewall vous avez de votre côté. Et pour les firewalls qui le supportent, vous allez avoir directement le fichier de configuration prêt à télécharger, à importer dans votre firewall, qui va vous permettre de monter ce VPN directement avec les data centers du cloud provider. En général, c'est un double VPN pour des raisons de haute disponibilité. Donc qui est géré absolument tout seul. S'il y a une ligne qui tombe, vous passez sur l'autre ligne. De notre expérience, c'est utile parce qu'il y en a souvent un qui est par terre. Donc c'est bien que ça soit là.
Et vu que vous liez un nouveau site à votre réseau, ben, vous devez quand même vous poser la question des firewalls. Donc première chose, c'est on drop tout de tous les côtés et ensuite on réfléchit, vu que ben, c'est un réseau à distance que vous ne contrôlez pas. Enfin, que vous contrôlez, mais qui potentiellement a des risques supplémentaires. Alors nous, ce qu'on a fait dans l'IaaS, donc on a fait des VPC, donc des architectures de ce style-là dans différents lieux, avec des VPN vers Amazon dans ce cas-là. On a fait des tests SAML, parce que ce n'est pas parce que vous faites du IaaS que vous n'avez pas les problèmes d'authentification dont j'ai parlé au tout début. Vous avez exactement les mêmes problèmes sur les applications que vous allez mettre sur le IaaS. Donc vous avez du WIF, c'est du Windows Identity Foundation, c'est la pile en fait SAML que vous mettez quand vous faites de l'ASP, du .NET. Et ModMelant qui est un module Apache qui vous donne la possibilité de faire du SAML. Donc on a fait des tests avec ces choses-là, ça fonctionne très bien. On l'a utilisé pour tester des nouvelles versions de logiciels sans avoir aucun effet de bord sur notre infrastructure locale, principalement. On a testé des tas d'autres services, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Et la principale chose utile qu'on en retire de cette chose-là, c'est d'avoir une très bonne connaissance dans notre cas, d'Amazon. Et quand on a des partenaires qui viennent nous dire voilà, on vous propose tel service, il est hosté sur Amazon, eh bien, on va pouvoir leur poser des questions et voir s'ils ont fait les choses correctement. Et ça s'est fait encore assez récemment, où ce qui nous était vendu par rapport à ce qu'il y avait réellement sur Amazon, quand on connaît comment l'architecture est faite, n'était pas du tout cohérent. Donc, notamment avec du trafic qui passe sur un load balancer chez eux avant d'aller chez Amazon, enfin des trucs un petit peu tordus. Et le fait de connaître les fonctionnements des clouds publics, vous allez directement savoir si, d'un point de vue haute disponibilité, c'est cohérent ou pas. Alors, un intérêt d'un point de vue sécurité du IaaS. Parce qu'on peut se poser souvent la question, mais quel est l'intérêt si je peux faire mes machines virtuelles chez moi ? Il y a quelque chose qui est déjà prêt dans les clouds publics, qui ne l'est peut-être pas dans votre infrastructure, c'est tout ce qui concerne l'automatisation. Et donc, quand vous allez mettre en place des infrastructures, au début, vous allez faire des clics un petit peu partout pour créer des machines virtuelles, mais ce n'est pas du tout l'idée du cloud. Si vous faites ça, vous perdez complètement l'intérêt. L'intérêt, c'est d'utiliser les API et de vraiment coder votre infrastructure. Parce que vous allez mettre toutes les étapes dans du code qui va vous permettre de lancer des infrastructures complètement automatiquement dans des lieux complètement différents, si besoin. Donc là, c'est une ligne de commande pour lancer une machine virtuelle. On a la même chose pour créer un VPN, pour créer des règles de sécurité, appliquer une machine virtuelle, etc. Configurer des load balancers. Donc l'idée, c'est de coder l'infrastructure. Alors on a plusieurs solutions pour faire ça, je vous en donne quelques-unes. Il y a des services qui sont propres à des clouds pour faire cette chose-là. Donc chez Amazon, c'est CloudFormation. En gros, vous définissez votre infrastructure en JSON, vous injectez ça dans CloudFormation, et puis c'est lui qui va déployer tout ça automatiquement. Vous pouvez faire ça en shell scripting, avec Bash, PowerShell, donc vous lancez vos commandes les unes après les autres, ou faire ça avec des SDK, donc dans les langages que vous connaissez. Il y a des librairies aussi qui sont indépendantes des clouds, donc vous pouvez coder avec libcloud par exemple. Et si vous déployez sur Amazon ou sur Hackspace ou ailleurs, vous allez avoir très peu de changements dans votre code, pour ne pas dire pas. D'autres utilitaires comme RightScale qui donne une virtualisation encore au-dessus du cloud pour, toujours pareil, s'affranchir de vraiment où est-ce que vous lancez votre infrastructure. Est-ce que vous la lancez chez Amazon ou ailleurs? Et qui dit coder l'infrastructure, dit versionning. Donc si vous faites du guide derrière avec votre infrastructure, vous pouvez faire facilement des rollbacks pour revenir à une infrastructure antérieure. Alors, une utilisation de la vraie vie, j'allais dire, c'est si vous arrive un defacement ou une intrusion sur un site web basé sur du IaaS. Alors, si vous avez fait les choses correctement et que vous avez codé votre infrastructure, vous pouvez lancer un clone de cette infrastructure en quelques minutes. Donc, c'est très simple, vous lancez votre script, vous allez avoir un duplicat de votre infrastructure avec votre site web qui, lui, est propre à côté. Donc, pour le moment, il n'est pas accessible, il est juste en parallèle. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter le logging partout où vous pouvez pour justement capturer une nouvelle tentative de defacement de votre site. Et ensuite, vous allez changer la redirection pour dire « Ok, maintenant je pointe vers mon nouveau site ». Donc, il y a plusieurs solutions, DNS ou load balancer,
peut-être d'autres. L'idéal, ce sont les load balancers parce que c'est beaucoup plus réactif. Le DNS, il y a toujours des temps de changement. Et ensuite, vous allez monitorer ce qui se passe sur le nouveau site et éventuellement implémenter des règles pour bloquer des pages, par exemple, qui ont du code, qui sont vulnérables. Et une fois que vous avez fait ça, donc, vous relancez une infrastructure si besoin, si jamais celle-ci est encore attaquée avec succès. Et vous avez toujours votre infrastructure qui est attaquée, que vous pouvez avoir isolée en parallèle et sur laquelle vous pouvez faire facilement, c'est pour ça que je dis get a coffee, c'est du forensic. Donc là aussi, on a des tas d'outils dans le cloud qui nous permettent de faire des snapshots de l'infrastructure assez simples pour revenir dans l'état où il était quand vous avez eu le souci. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation du cloud, il y en a des tas d'autres. Un des exemples qui peut être utile, c'est ce qu'on appelle le cloud bursting. C'est-à-dire que quand vous avez une charge qui est vraiment très élevée pour votre réseau, vous allez créer des nouveaux services dans le cloud et distribuer la charge entre votre réseau et le cloud. Ça, c'est une utilisation, ça dépend des applications, parce que selon la latence que vous avez avec les services de cloud, ça peut être plus ou moins, ça peut marcher plus ou moins bien, disons. Il y a une autre utilité, c'est ce qu'on appelle le fail fast, fail cheap. Donc, quand vous lancez un nouveau projet, vous allez créer une infrastructure dans le cloud, et si le projet vient à capoter pour une raison ou une autre, ça ne vous aura pas coûté grand-chose. Si jamais c'est valable, vous pouvez ensuite l'internaliser, pourquoi pas, et mettre des données sérieuses. Voilà, donc pour résumer la partie IaaS, principal intérêt pour nous, c'est vraiment de comprendre comment fonctionnent les clouds publics, parce qu'il y a de plus en plus de prestataires qui viennent chez nous en disant on est hébergé chez Amazon, et donc là on peut dire oui mais comment, et on les évalue mieux. Deuxième chose, c'est pour faire évaluer aussi notre réseau interne. C'est-à-dire qu'on parle de plus en plus de cloud privé, c'est-à-dire d'avoir cette flexibilité dans nos data centers. Et si on ne sait pas comment fonctionnent les clouds publics, c'est très difficile d'avoir un cloud privé et encore moins un cloud hybride où on va mixer les deux. Donc là, c'est le principal intérêt qu'on y voit. Voilà, je vais à peu près terminer ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas lu. Non, c'est les gens du SMS qui se parlent entre eux. Oui. Alors, c'est évidemment la question à laquelle je n'ai pas répondu dans ma présentation, sur laquelle on pourrait faire une présentation à part entière. Je dirais que la politique, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que si vous êtes une société de e-commerce qui fabrique des drapeaux suisses, c'est probablement pas la NSA qui est votre pire ennemi, mais peut-être votre concurrent qui est 3 villages plus loin. Si vous êtes un fabricant d'avions comme Airbus, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller mettre vos données sur Amazon. Donc, entre les deux, il y a beaucoup de choses. Tout dépend des données. Oui, surtout pour les SaaS, ouais, tout à fait. On ne peut pas garantir qu'il ne le fait pas, non, c'est clair. C'est pour ça qu'on choisit les données qu'on met dans le cloud. Il y a, côté SaaS, ce qui a le plus de succès, ce sont les CRM, les HRIS, donc tout ce qui concerne les ressources humaines, et de la BI quelquefois. Nous, je sais que voilà, on regarde tout ce qui est ressources humaines, il y a une volonté, là aussi, le logiciel de ressources humaines, c'est un peu particulier, parce que d'un côté, ça gêne un petit peu de les mettre ailleurs. D'un autre côté, on ne veut pas que l'IT local ait accès à tout ça. Donc c'est toujours quel est le moins pire. Mais par exemple, on évalue des solutions externes pour les RH. Et là, un des prérequis, c'est que les données sont en Suisse, clairement. Après, si vous avez un site web public, le fait que ça soit chez Amazon, ça ne va pas vous poser plus de problèmes si c'est aux États-Unis ou si c'est chez vous. Ce sont des données publiques. Donc tout dépend de la criticité des données. Oui. Dans le mode SaaS, c'est pareil, c'est quel est l'impact pour vous que des statistiques soient faites sur ce que vous allez mettre dans le SaaS. Et est-ce que vous serez utile ces données-là? Si oui, c'est peut-être une très bonne raison de passer sur du IaaS. Oui.
Ouais, juste il y avait une question ici avant. Désolé. Pour partager avec monsieur, je trouve qu'il y a beaucoup de clients qui mettent leurs données sur Salesforce. Et là, ce sont des données très critiques puisque c'est leur business qui met sur Salesforce. Donc la philosophie de dire oui ou non, on met des données sur le cloud, c'est un gros débat. Et je veux dire, vous avez des très grosses entreprises mondiales, multinationales, qui ont tout leur business qui tourne sur Salesforce, donc leur pipeline, les résultats de leur quart, tout leur business mécanique. Donc je pense que il y a déjà, je pense, une philosophie des gens qui a maturé dans le temps et qui prouve que effectivement ça marche. Et c'est exactement le cas. Puisque Salesforce en est le parfait exemple. Il y avait une autre question. D'un point de vue juridique, est-ce que ça pose pas un problème d'avoir vos données en Irlande? Bon, vous êtes une multinationale, mais si on prend le cas d'une société suisse qui aurait son data center sur l'IAS d'Amazon, qui n'a pas de point de présence en Suisse, est-ce que vous pensez que ça pose un problème au niveau juridique? Alors j'ai posé cette question à des personnes d'une étude d'avocat qui est spécialisée dans le domaine. Je leur ai demandé, voilà, j'ai mon serveur qui est sécurisé sur un cloud suisse. Je veux mettre exactement la même chose, donc très sécurisé sur un cloud américain. Quelle est concrètement la différence de mon point de vue, enfin, quel est mon problème? Et la réponse n'était pas très claire. Alors je ne sais pas si ça venait de ces gens-là ou si c'est de manière générale pas très clair. Et la réponse que j'ai eue, c'est que si vous avez quelque chose enfin une instruction qui se passe en justice et que ça dépend de la juridiction américaine, les juges sont beaucoup plus facilement à même de donner rapidement accès à toutes les informations. Et en Suisse, ce n'est pas le cas. Ça va être beaucoup plus contrôlé. C'est la seule réponse que j'ai eue que je ne trouve pas très satisfaisante. Mais en pratique, honnêtement, j'en sais rien. Là encore, tout ce qui concerne le légal, déjà les gens légaux entre eux ne s'entendent pas là-dessus, alors quand on en parle niveau IT, c'est forcément vulgarisé. Oui. Ouais, moi j'ai une question. En fait, c'est finalement de votre point de vue, qu'est-ce qui paraît le pire? Est-ce que c'est d'avoir conscience de ces problèmes liés au hosting en dehors de sa société et le risque finalement de sortie de données ou de problèmes qui viennent à l'interne? Et ça, c'est un problème qu'on voit souvent en banque, c'est qu'on se pose toujours la question finalement, est-ce que le risque est plus grand venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur? Alors on essaie tous les scénarios auxquels on peut penser pour prévenir une personne seule d'avoir un effet fort, comme pouvoir partir avec un set de données par exemple, mais par exemple on ne traite pas du tout ce qui est collusion. S'il y a deux personnes qui se mettent ensemble et qui ont des droits complémentaires, alors là tout d'un coup ils ont un pouvoir en interne de force de frappe qui est très fort. Et donc de votre expérience et peut-être d'études que vous avez fait à la SGS, qu'est-ce qui est le préférable finalement d'avoir ce risque externe, ils regardent un peu vos données, versus une ou plusieurs personnes en interne qui peuvent faire des choses assez graves avec? Alors il n'y a pas de réponse simple à cette question. De mon point de vue, le risque interne est plus grand. Il y a aussi un point qui est à l'avantage des cloud providers, c'est qu'ils ont une sécurité périmétrique que toutes les entreprises ne peuvent pas avoir en local. Par exemple, les protections contre les DDoS, ça c'est quelque chose que Amazon fournit en standard de manière sur leur réseau. De la même manière, OVH, ils ont des protections anti-DDoS. Si vous voulez faire ça chez vous, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Et il se peut que vous reposez sur des services cloud qui vous protègent de ces choses-là. Donc, tout dépend. Là encore, SGS n'est pas une banque. On n'a pas les mêmes choses à protéger. Nous, on émet des certificats qui sont en général publics ensuite. C'est pour garantir à des clients que des choses se sont passées correctement. Et c'est des choses qui ont une validité dans le temps pas très longue. Donc, il y a, je dirais, peu d'impact. Mais c'est clair que si nous étions une banque, on considérerait les choses autrement. Mais je ne suis pas sûr que d'avoir les données en interne soit plus sécurisé. Justement à cause de cette histoire de personnes qui se mettent ensemble. Et, de toute façon, c'est bien connu que les principaux problèmes viennent de l'intérieur, parce que ce sont des gens qui ont des droits élevés. Regardez Snowden. Je ne sais pas, niveau timing aussi. Ok, merci Christophe. Merci.